va donc maintenant se pencher sur les diagrammes qui sont utilisés en pétrologie métamorphique. En fait, il en existe trois majeurs qui sont les diagrammes ACF, AKF et AFM qui sont chacun adaptés à un type de roche métamorphique. Avec les roches métamorphiques, vous avez les roches mafiques, vous avez les roches quartzo-feldspathiques, vous avez les roches carbonatées et vous avez les roches pellitiques. Chacun de ces diagrammes est adapté à une composition particulière. Ces diagrammes, je vous le rappelle, sont triangulaires où nous avons donc trois constituants indépendants. Or, la majorité des roches métamorphiques sont composées par plus de trois constituants indépendants, qui sont donc, dans le cas que nous avons ici, des oxydes. Ces oxydes sont, par exemple, SiO de la silice, l'alumine Al2O3, le titane TiO2, le fer représenté par le fer ferreux ou le fer ferrique FeO, Fe2O3, le manganèse représenté par MnO, la chaux représentée par CaO, la magnésie par MgO, la potasse par K2O, la soude par Na2O et le phosphore, si vous voulez, par P2O5 en plus de l'eau et de CO2 qui sont deux phases fluides, donc volatiles. Alors, les minéraux des roches métamorphiques sont parfois à composition fixe, nous l'avons vu, comme le quartz SiO2, ou le corindon Al2O3, ou une combinaison de ces deux-là pour former les silicates d'alumine, tels que donc la sélimanite, l'andalousite ou le distène. Ça peut être aussi des minéraux opaques. Vous savez, ces minéraux qui sont des oxydes de fer, comme par exemple une combinaison entre le fer et le titane pour FeTiO5, qui est un minéral qui s'appelle l'ilménite. Une combinaison entre la silice, l'alumine, la chaux, ici, la soude va nous former les plagioclases, une combinaison entre la silice, l'alumine, le titane, le K2O, le fer, le magnésium, ça va nous former par exemple les micas ou les amphiboles. Donc vous voyez, c'est des compositions euh, très variées qu'il faut adapter au système de projection à trois constituants. Une certaine complexité est ajoutée par ce dont on a parlé la dernière fois, qui est donc relative à l'existence de solutions solides entre des pôles de composition donc extrême, comme pour les plagioclases, pour les pôles calciques ou le pôle sodique, ou pour les feldspath alcalins, pour le pôle potassique de l'orthose. Donc tout ceci doit être pris en compte dans le traitement des données chimiques sur les minéraux et sur les roches totales des roches métamorphiques. Donc, je rappelle qu'il faut que nous soyons à trois constituants, mais que nous avons plus d'une dizaine d'oxydes ou de constituants indépendants. Il faut donc les réduire à 3. Alors, comment peut-on faire cette réduction? C'est ce que nous allons voir. On va par exemple choisir un système à un constituant. Par exemple, un grès pur ne contient que du quartz, c'est SiO2. Vous prenez un grès qui n'est formé que par des grains de quartz, vous savez, ces fameux sables qu'il y a au bord de mer qui peuvent devenir donc des grès, et ces grès peuvent être métamorphisés. Vous avez, j'ai donc une seule composition chimique qui est SiO2, composition du quartz, qui va, au cours du métamorphisme, recristalliser. Le quartz va recristalliser en quartz, va recristalliser en quartz, et puis quand on passe à certaines températures, on passe aux polymorphes de la silice, tels que donc la tridymite, la cristobalite, la stiscovite et la cohésite que vous connaissez bien. On peut avoir un système à deux constituants. On va prendre par exemple un marbre. Alors un marbre, c'est un calcaire métamorphique, calcaire pur, métamorphique. Ça contient, la formule chimique, ça contient que de la calcite. La formule du chimique de la calcite, c'est CaCO3. Les constituants indépendants, on peut traiter ce système par un système donc à deux constituants qui sont le CaO et le CO2. Donc la chaux que nous avions là et le CO2. Toutes les autres roches tels que les shales. Alors les shales, ce sont les roches sédimentaires les plus communes, donc formées par du quartz et des argiles. Les basaltes, ce sont donc des roches magmatiques qui peuvent être métamorphisées aussi. Les dolomies siliceuses ou les granites, tout ça, ce sont des roches dont la composition chimique est complexe et est représentée par tous ces constituants indépendants qu'il convient donc de réduire à trois. Alors, à trois constituants, il faut donc les réduire. Alors, comment va-t-on faire cette
réduction. Alors, cette réduction peut être faite de façon relativement simple et surtout logique, que l'on va donc énumérer les unes après les autres. Première chose, pour réduire donc de 10 à 3, je peux ignorer certains constituants indépendants. Quand un constituant n'existe que dans de très faibles proportions ou qu'il est toujours présent, il est toujours là. Par exemple, des fois, vous avez des roches qui contiennent du quartz. Toutes les paragenèses que j'ai contiennent du quartz. Ça veut dire que le SiO2 est un élément chimique qui existe partout. Je peux l'ignorer. Si j'ai un constituant qui n'existe que dans de très très faibles quantités, je peux aussi l'ignorer. Je peux aussi ignorer les éléments, comme on l'a dit tout à l'heure, comme H2O ou CO2. Évidemment, dans le cas des calcaires, on ne peut pas ignorer le CO2, mais souvent ce sont des éléments mobiles, c'est-à-dire qui, sous l'effet d'un réchauffement, ils vont partir puisqu'ils sont des éléments volatiles. On peut ne pas en tenir compte. On peut aussi ne pas tenir compte d'un élément qui n'existe que dans une seule phase. Une seule phase, c'est-à-dire vous avez un élément chimique, par exemple la soude, qui n'est présente que dans l'albite. Alors, s'il n'est présent que dans l'albite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'échanger avec un autre minéral qui en contient. Donc, ce constituant indépendant n'est pas utile pour décrire les échanges chimiques entre les phases. On peut donc l'ignorer. Alors, on peut ignorer la soude si on n'a que, s'il n'est présent que dans l'albite, ou on peut aussi ignorer la potasse, le K2O, s'il n'est présent que dans le feldspath potassique. À titre d'exemple, l'orthose. On peut aussi combiner plusieurs constituants indépendants, à condition c'est que cela se substitue entre eux dans toutes les proportions. C'est le cas de trois éléments qui sont le fer, le magnésium et le manganèse, que l'on peut réunir en un seul constituant. Donc on va faire FeO plus MgO plus MnO, que l'on écrit FeMgMnO, et que l'on peut considérer comme un seul constituant. Vous voyez, donc trois constituants peuvent ne devenir que un. C'est une façon donc de réduire ce nombre de constituants. On peut aussi, si on a une trop grande variabilité dans la composition chimique, on peut travailler dans des espaces de composition qui sont limités. On dit qu'on va limiter la gamme de composition à laquelle le diagramme va s'appliquer. En d'autres termes, donc construire des diagrammes qui ne traitent donc qu'un sous-ensemble de nos roches qui va facilement être décrit par trois constitutions. D'accord? Et il faut évidemment les signaler, donc vous le faites pour une partie, puis une deuxième partie, et après vous faites la synthèse de l'ensemble de ce que vous avez fait. Enfin, on peut faire des projections. On peut par exemple arriver à réduire, à passer de 10 constituants, on peut passer à 4 constituants, mais 4 constituants, ça n'est pas un diagramme triangulaire, c'est un tétraèdre. Dans ce tétraèdre, on peut choisir un point de projection et on peut projeter la composition des phases qui sont à l'intérieur de notre tétraèdre vers une des faces, soit la base, soit une des faces, et cela donc permet de considérer la phase à partir de laquelle la projection est faite comme une phase qui est en excès, c'est-à-dire qu'elle est là dans toutes les associations minéralogiques. Nous commençons donc par le diagramme ACF. Alors A pour L2O3, C pour CaO et F pour le fer et le magnésium. Le premier auteur qui a développé ces techniques, c'est Escola, c'était en 1914, mais depuis, évidemment, les méthodes se sont améliorées, notamment avec les techniques informatiques dont nous disposons maintenant. Bien, donc il faut représenter deux choses, la composition chimique des minéraux et les compositions chimiques des roches totales. Rappelez-vous les diagrammes hypothétiques que nous avons utilisés auparavant. Alors, comment obtient-on ces analyses chimiques? Vous verrez ça dans le cours relatif à donc, la chimie appliquée à la géologie, mais je vous en donne deux petits mots. Alors, les minéraux, la composition chimique des minéraux est faite sur des lames minces, comme celles que vous observez au microscope, mais qui ne sont pas couvertes, et elles peuvent passer dans une machine que l'on appelle la microsonde électronique et qui permet donc d'avoir
les analyses chimiques en termes d'oxyde, mais aussi on peut calculer les formules structurales de ces minéraux et faire tout un tas de raisonnements sur leur composition chimique. Les roches totales sont obtenues à partir de l'échantillon de roche que vous avez, que l'on concasse, que l'on broie, que l'on réduit en poudre, et après auquel on fait subir un traitement et on le passe dans des machines comme les machines de rayons X, qui permet aussi de mesurer les quantités d'éléments chimiques qui les constituent sous forme d'oxyde, SiO2, NO3, FeO, MgO. Première chose que l'on aura donc une fois on a ces analyses chimiques, c'est d'abord de recalculer ces compositions chimiques en termes de proportions moléculaires. Donc les pourcentages poids que l'on va obtenir, par exemple pour le CO2, il faudra les diviser par le poids moléculaire ou la masse molaire de SiO2. Nous ferons des exercices là-dessus qui vous familiariseront avec cette technique. Je rappelle donc ALDO3, c'est A, C, CaO, F, FeO, MgO. Mais ce n'est pas aussi simple, puisqu'il va falloir introduire des corrections qui sont relatives, par exemple, au fait que ces minéraux, bien que présents dans certaines roches métamorphiques, ne sont pas représentés dans les diagrammes ACF. Pour les restrictions que nous avons dites, par exemple, tout à l'heure. Par exemple, l'albite, le Na2O, il n'est que dans l'albite. Il ne sert pas à grand-chose en termes d'échange entre les différentes phases. Pour le feldspar potassique, vous avez le K2O qui n'est pas tenu en compte dans ses constituants indépendants. C'est la même chose pour l'apatite, pour le phosphore, pour le potasse de la muscovite et de la biotite. Donc de ce fait-là, il y a par exemple une certaine quantité d'aluminium qui rentre dans la composition de l'albite et du feldspar potassique, mais cette quantité d'aluminium, elle est, comme on ne tient pas compte de ces minéraux, il faudra l'enlever. Alors pour l'enlever, c'est très simple, hein, on va le dire ça comme ça, les valeurs de A correspondent donc à celles de ALDO3 qui restent après avoir attribué tout Na2O et K2O et l'équivalent de ALDO3 à la formation de l'albite, donc, et de l'orthose, donc du feldspath alcalin. D'accord? Donc il faudra les retrancher. Alors cela, c'est très simple. Vous avez ici la composition chimique du feldspath alcalin, que ce soit l'albite ou l'orthose. L'albite, c'est NaAl et C3O8, et l'orthose, c'est KAl et C3O8. Alors il y a toujours un aluminium pour un potassium, ou un aluminium pour un sodium. De ce fait-là, le calcul est très simple. On va donc prendre A, donc pour calculer le ALDO3. A, c'est ALDO3. Alors FeDO3 aussi, il accompagne souvent l'alumine, donc on l'ajoute. Moins la quantité d'aluminium qui rentre dans la composition de l'albite et du feldspar potassique, donc qui sont représentés par la même quantité en Na2O et K2O. 1 pour 1, rappelez-vous. Bien, on peut aussi faire la même chose, mais cette fois-ci pour corriger les teneurs en CaO. Pourquoi? Parce qu'il y a un minéral qui s'appelle l'apatite, dont la formule chimique c'est Ca5PO4 3 fois OHFCl, d'accord? Qui est donc ce minéral-là, qui souvent cristallise au début dans les roches métamorphiques, mais pas seulement. Il existe aussi dans les roches magmatique. Alors comme ce minéral n'est pas considéré dans les relations de phase que l'on va faire dans le diagramme ACF, ce minéral prend du calcium, il faudra donc retrancher le calcium qui va dans l'apatite de calcium total. Alors ce calcul, le détail de ce calcul vous est donné sur le polycopier, vous pouvez le consulter dessus. La formule globale, c'est C, petit c donc, est égal à CaO, quantité de CO, moins 3,3 P2O5, c'est-à-dire 3,3 équivalent CaO en termes de P2O5. Et enfin, vous avez FeO et MgO qui plus MnO qui donc constitue le paramètre F. Alors ensuite, une fois on a calculé ça, évidemment, rappelez-vous sur la base des proportions moléculaires, nous faisons une normalisation à 100. Pour ce faire, on fait petit a plus petit c plus petit f. On va lui donner la valeur t. Ensuite, on calcule les proportions de chaque paramètre. Par exemple, a, ça va être 100 fois petit a divisé par t.
puis C, c'est 100 fois petit c divisé par t, et F est égal à 100 fois petit f divisé par t. Et évidemment, le total de A plus C plus F doit faire 100. Nous ferons évidemment encore une fois les exercices là-dessus pour vous familiariser avec ces calculs qui sont très simples. Bien, nous commençons d'abord par la projection des compositions chimiques des roches totales, c'est-à-dire des protolithes ou de la composition globale des roches mères des différentes roches métamorphiques. Alors, on les projette évidemment dans le diagramme ACF en utilisant exactement la même méthode que celle que nous venons de développer. D'abord, donc, en transformant les indices chimiques bruts en pourcentage poids en proportion moléculaire avant de calculer les paramètres A égale à L2O3 plus F2O3 moins N2O plus K2O, etc. Donc, les principales roches métamorphiques se projettent dans différents domaines dépendant de leur propre composition chimique en termes donc de paramètres A, C et F. Par exemple, les roches pellitiques, donc qui sont en fait des shales, ces fameuses roches formées par du sable et des argiles qui constituent la majorité des roches sédimentaires. Elles se projettent dans cet espace-là proche du pôle A de ce diagramme. Cela indique ce sont des roches alumineuses. Si on prend les roches quartzo-feldspathiques, c'est-à-dire formées essentiellement par des quartz et des feldspaths, comme le sont des roches sédimentaires comme les grès ou des roches magmatiques comme les granites, les rhyolites, elles se présentent donc ici au milieu, montrant qu'elles ont une composition à peu près équivalente en termes de A, de C et de F. Vous avez les roches basiques ou les roches mafiques. Donc ce sont ces fameuses roches formées essentiellement par des minéraux mafiques comme les pyroxènes, les amphiboles, etc. Donc naturellement, elles sont proches du pôle FF qui est égal à FeO plus MgO plus MnO qu'on appelle les roches ferromagnésiennes. Enfin, vous avez les roches calcaires, donc qui sont formées essentiellement de calcite ou de dolomite et qui donc sont riches en calcium. Rappelez-vous, la formule chimique de la calcite, c'est CaCO3. Elles sont donc naturellement proches du pôle C. Nous projetons maintenant la composition chimique des minéraux de ces roches totales dont nous venons de voir la répartition des analyses dans le diagramme ACF. Alors, cela se fait exactement de la même façon, sauf que les données, évidemment, sont obtenues directement sur les minéraux grâce à l'appareil donc on appelle la microsonde électronique. On calcule comme on l'a fait les proportions moléculaires, puis nous calculons les paramètres A, C et F. Évidemment, si nous avons les formules structurales des minéraux, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs. C'est un exemple simple que nous allons choisir. C'est celui de l'hyperstène, qui est donc un pyroxène, un orthopyroxène, de formule générale FeMg et CO3. Ça peut être aussi FeMg2 et Si2O6. Ça dépend des livres dans lesquels vous pouvez trouver les deux compositions. Donc, il y a donc ici une molécule, vous voyez, FeMgO, une molécule de FeMgO ou FeO plus MgO, et une molécule de SiO2. On peut la décomposer. D'accord? Alors, A, on a donc A. On va calculer les paramètres A. A, c'est Al2O3 plus Fe2O3 moins Na2O plus K2O. Nous n'avons pas d'aluminium, nous n'avons pas de soude, nous avons pas de potasse, donc A est égal à 0. C, c'est CaO moins 3,3 P2O5 égal à 0, nous n'en avons pas. F, c'est égal à 1, et T donc, A plus C plus petit f, T égale 1, A égale 0, c'est 0 sur 1, C égale 0, 0 sur 1, et F est égal 1 sur 1, c'est-à-dire 100%. Ainsi, l'hyperstène tombe dans notre diagramme triangulaire, si nous voulons le reporter dessus, et va tomber donc exactement sur le point F de ce diagramme ACF. Vous voyez, c'est très simple, on va multiplier les exemples de façon à mieux comprendre la méthode. On va maintenant essayer de projeter une autre phase, un autre minéral, qui est la trémolite, qui est une clino-amphibole, dont la formule globale, la formule structurale, c'est Ca2, MgFe5, Si8, O22, OH2
2 fois. Alors c'est une formule structurale, donc comme ce n'est pas une composition chimique de départ, on ne fait pas les calculs en passant par les proportions moléculaires. On n'a pas besoin, on aura à le faire quand on fera des TD. Donc ceci peut être écrit de la façon suivante. On peut donc distribuer les oxygènes sur les différents cations et on a donc 2 CaO, 5 MgFeO, 8 SiO2, 1 H2O. Dans ce, donc nous avons C, FMG, nous n'avons pas d'aluminium, donc A qui est égal à L2O3 plus Fe2O3 moins Na2O plus K2O, c'est égal à 0. C, j'ai 2 CaO, alors C c'est CaO moins 3,3 P2O5, comme je n'ai pas de P2O5, donc je garde le 2 qui est ici, c'est égal 2, et F est égal à 5 puisque j'ai 5 FeMgO. Le total, 5 plus 2 égale 7, donc pour ramener à 100, je divise chaque valeur des paramètres que j'ai ici par 7. 0 divisé par 7, ça fait 0 pour A. 2 divisé par 7, ça fait 28,57%. C'est pour C. Et pour F, enfin, c'est 5 divisé par 7, ça fait 71,43%. Ces valeurs, je les projette sur mon triangle. J'ai A qui est égal à 0. Je suis donc obligatoirement sur le segment CF. J'ai 28,57% de C, 28,57% de C, c'est ça, et j'ai donc le reste, 71,43% de F. Le point figuratif donc de la trémolite sur le diagramme SCF est exactement ce point-là. Alors juste à titre d'exemple, ici vous avez la hornblende, donc qui elle peut contenir un petit peu d'aluminium, et vous voyez la hornblende forme une solution solide. Ici, c'est le même cas pour la chlorite, le même cas pour la biotite. Le diagramme ACF est adapté donc au traitement sur les roches totales et sur les minéraux de roches principalement riches en ferromagnésiens, mais aussi pour certaines riches en CaO. D'accord. Euh, Les joints ici, vous voyez, reliés entre eux, les phases qui peuvent être en équilibre pour différentes compositions de roches totales. Vous voyez, ça dépend où on se trouve. Mais le petit espace grisé ici avec des pointillés correspond à la composition des roches totales des roches mafiques. Donc riches en ferromagnésiens, ce sont les roches basiques telles que les basaltes ou les gabbros. Dans ces roches, quand elles sont métamorphisées, la paragénèse principale est formée par du plagioclase et de la hornblende. Ce sont des roches qui s'appellent alors des amphibolites et qui correspondent au métamorphisme des basaltes de la croûte océanique, notamment quand ils entament leur descente au niveau des zones de subduction. Alors si ces roches sont un peu riches en aluminium, ça peut arriver, je peux avoir la formation d'un silicate de l'alumine, mais c'est très rare dans les roches mafiques de trouver des silicates d'alumine, on les trouve plus facilement dans les roches pellitiques, on y reviendra. Si c'est un petit peu plus riche donc en ferromagnésiens, je vais trouver un grenat almanda. Si c'est la composition de roche totale est plutôt dans ce triangle, je trouverai plutôt du diopside, d'accord, c'est-à-dire un clinopyroxène. Et si je vais plus vers le pôle calcique, si je suis quelque part par là, je vais former un autre grenat qui, lui, est un grossulaire, qui est donc un grenat riche en calcium. D'accord. Donc, je l'ai déjà dit, les roches lumineuses vont former du dystène ou peut-être un petit peu de muscovite, qui est un mica alumineux. Les roches les plus calciques vont former le grossulaire, comme je viens de le dire. Enfin, on reconclut comme j'ai commencé sur ce diagramme, il est adapté aux roches ferromagnésiennes, donc roches basiques, roches magmatiques de composition basaltique ou gabbroïque, mais aussi aux roches calciques. Ça peut être donc tout à fait valable, par exemple, aux roches carbonatées. Deuxième type de diagramme chémographique, donc utilisé communément en pétrologie métamorphique, c'est le diagramme AKF, A pour ALO3, K pour K2O et F toujours pour FeO plus MgO.
auquel on ajoute parfois le MNO parce qu'il se substitue très bien à ces deux éléments. Dans ces diagrammes, on assume que le feldspath potassique et le plagioclase sont présents. Alors le feldspath potassique, c'est l'albite, NaAl et C3O8, l'orthose, KAl et C3O8, et le plagioclase, CaAl et C2O8. Très bien. Donc, nous devons, les corrections que nous avons faites dans les cas précédents, nous devons les faire aussi dans ce cas-là, mais cette fois-ci, on tient compte du CaO, où on a donc un CaO pour un ALO3, un Na2O pour un ALO3, un K2O pour un ALO3, respectivement pour l'anorthite, le plagioclase riche en calcium, l'albite et l'orthose. Donc, le calcul nous amène à calculer le paramètre A qui est ALDO3 plus FeDO3. Donc, le FeDO3, encore une fois, le effet ferrique, de fer ferrique se substitue sans problème dans les sites où existe l'aluminium, moins cette fois-ci l'équivalent de l'aluminium en termes de teneur en Na2O, K2O et CaO. Donc, ces valeurs-là constituent l'équivalent de l'aluminium qui est attribué au feldspath potassique et au plagioclase qu'il faut retrancher. K, c'est directement K2O, et F, comme je l'ai dit, c'est FeO plus MgO plus MnO. Bien, de la même façon, T, alors évidemment, on passe toujours par la division par les masses molaires pour avoir les proportions moléculaires. Donc on fait T est égal à A plus K plus F. Et A c'est égal à 100 fois A sur T, etc. De telle façon à ce que A plus K plus F c'est égal à 100. Et nous avons donc notre diagramme A, K, F, donc, qui est sous cette forme-là et dans lequel la projection des principaux minéraux des roches concernées sont donc représentés ici. Ici, nous avons plus quartz, plus plagioclase, c'est-à-dire que nous assumons, alors plus quartz, c'est-à-dire que le SiO2 est partout. Rappelez-vous des restrictions que nous avons faites, on peut enlever une phase parce qu'elle est en excès, parce qu'elle est présente dans toutes les paragenèses, c'est le cas du quartz, et c'est le cas aussi du plagioclase, puisque nous assumons que ce plagioclase est présent dans toutes les roches, mais qu'il n'intervient pas dans les échanges chimiques. C'est pour ça que nous avons retranché le CaO d'ici. Très bien. Voyons maintenant où se projettent les principaux minéraux. Et on va commencer par le feldspath potassique, donc ici, et la muscovite qui est là. On va essayer de calculer les paramètres pour les positionner en appliquant la méthode que je viens de développer. Bien. Alors, le FK, c'est KAL et C3A8. C'est celui de la formule de l'orthose, qui peut s'écrire aussi, donc 1 demi K2O, 1 demi ALO3, 3 SiO2. On peut le réécrire comme ça. Vous pouvez recalculer le nombre d'oxygène ici par rapport à cela, et vous retombez sur vos pieds dans la mesure où ça, c'est déjà une formule structurale. Donc, comme dans les cas précédents, je n'ai pas besoin de passer par les calculs desquels nous avons fait, c'est-à-dire la division par la masse molaire, puisque nous sommes déjà sous une forme moléculaire. Ainsi donc, A, c'est égal à 1 demi moins 1 demi. Alors, c'est ALO3 moins Na2O plus K2O plus CaO. Donc 1 demi, c'est ALO3. 1 demi ALO3 moins 1 demi de K2O, c'est égal à 0. K, c'est égal à 1 demi. K, c'est égal à 1 demi. Et F est égal à 0 puisque nous n'avons ni fer ni magnésium dans la formule structurale du feldspath potassique. On a donc un total qui est égal à 1 demi. 0, 1 demi. A, c'est égal à 0 divisé par 1 demi, donc c'est égal à 0. K, c'est 100%. Et F, c'est égal à 0. Donc, la position de mon feldspath potassique, elle est ici. K, c'est 100%, 0% de A et 0% de F. Prenons maintenant la muscovite qui est positionnée ici. La muscovite s'écrit KAL3 SC3O10 OH 2 fois. Donc, c'est un mica, c'est le mica blanc, d'accord, qui est
potassique et qui évidemment contient de l'eau. Nous avons un demi K2O, 3 demi ALO3 et 3 SiO2. Là encore, vous faites le total de tous les cations et tous les oxygènes et vous retomberez sur ça donc comme formule structurale. A, c'est ALO3 moins Na2O plus K2O plus CaO, donc c'est 3 demi ALO3 moins 1 demi qui correspond donc à celui de K2O, c'est donc est égal à 1. K, c'est égal à 1 demi, K est égal à 1 demi, il est là. Et F est égal à 0 puisqu'il n'y a ni fer ni magnésium. Très bien. Le total donc de T, c'est égal à 1,5. A, c'est donc 100 fois 1 sur 1,5, 66,7%. K, c'est 33,33%. Et F, comme il n'y a ni fer, ni magnésium, ni manganèse, nous avons donc est égal à 0. Nous sommes donc sur le segment AK. Segment AK, et je porte directement ces valeurs, 33,33% de K et 66,7% de A. La position donc de la muscovite est sur ce segment ici. Ok, ce diagramme AKF est utilisé donc essentiellement pour les roches qui sont pauvres en CaO mais riches en K2O. Et généralement, c'est un diagramme qui complète le diagramme ACF, souvent utilisé pour tenir compte de toutes les phases. Certaines ne sont pas considérées dans le diagramme ACF et d'autres ne sont pas considérées dans le diagramme AKF. L'utilisation des deux permet de voir comment se font les distributions des éléments chimiques entre les différentes phases dans les deux systèmes en tenant compte de l'ensemble des phases présentes.